Bienvenue sur Quoi de neuf? Aujourd'hui, le syndrome métabolique. Nous vivons dans une société affectée par de nombreux syndromes. Laissez-moi vous donner une définition de ce mot. C'est la réunion d'un groupe de symptômes qui se reproduisent en même temps dans un certain nombre de maladies. Ça signifie qu'à l'intérieur de ce syndrome, il y a un mélange complexe de conditions malsaines. Nous allons dans un instant les inventorier. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est le syndrome métabolique. Il mérite toute notre attention car il touche de nombreuses personnes et les entraîne irrésistiblement dans la descente dangereuse vers les attaques cardiaques et cérébrales, le diabète et la mort prématurée. Voyons et définissons le profil de ce syndrome. Que comprend-il ? 4 éléments: la résistance à l'insuline, l'obésité, l'élévation du cholestérol sanguin et l'hypertension. Si une personne a 3 de ces conditions, elle double son risque d'attaque cardiaque et cérébrale. Il est donc bien évident que le syndrome métabolique est un sujet de préoccupation. Pour pouvoir mieux prévenir, soigner et gérer une maladie, il est important de la comprendre. Nous allons donc maintenant en étudier la nature et les causes. La résistance à l'insuline est le plus commun des 4 facteurs de risque. On appelle ça l'hyperinsulinisme, c'est-à-dire qu'il faut plus d'insuline que la normale pour contrôler le taux de glucose dans le corps. L'obésité. Si vous êtes une femme et que votre tour de taille est au-dessus de 87 cm, ou bien si vous êtes un homme et que votre tour de taille est supérieur à 100 cm, attention, la graisse excessive autour des organes abdominaux est la plus dangereuse. Ces cellules adipeuses ne sont pas des cellules passives, seulement pour stocker les graisses. Elles sont d'actives glandes endocrines qui produisent des hormones, comme la leptine, qui signalent au cerveau d'arrêter de manger. Si l'on continue de manger ou l'on se suralimente, les cellules adipeuses sont trop pleines et résistent à l'entrée du glucose. Des graisses, elles sont résistantes à l'insuline. Ainsi, le glucose ne pourra pas rentrer dans la cellule et il sera stocké sous forme de graisse. C'est un mécanisme d'autoprotection. Le cholestérol. Peu à peu, au cours des années, ce qui était considéré comme un taux normal a baissé. Au début, on disait 240, puis 220, puis 200, et maintenant 180. Donc la moyenne n'est plus normale. 200 est un taux trop élevé. Quant à l'hypertension artérielle, qui est en soi une condition dangereuse, de la même manière que le cholestérol, la moyenne d'autrefois n'est plus la normale d'aujourd'hui. En effet, si vous aviez une tension systolique, c'est-à-dire le premier chiffre de 130 ou 13, vous aviez de l'hypertension précoce. En fait, on commence à payer le prix même à 125 ou 12,5. Quelles sont les complications de cette résistance à l'insuline ? Sans traitement, le syndrome métabolique s'avérera mortel, car il affecte tous les systèmes du corps. Les risques vont de la maladie cardiovasculaire à la thrombose veineuse. La fonction des poumons, des reins et du foie décline. Si l'on n'adopte pas un meilleur style de vie, on peut même parvenir à la cirrhose non alcoolique. Le syndrome métabolique contribue à un dysfonctionnement des ovaires, à l'impuissance, au déclin mental, à un risque élevé de cancer du côlon, du sein et de la prostate. Quels sont les facteurs de risque inévitables ? Ce sont le diabète de type 2, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, la bipolarité et le vieillissement précoce. Une femme enceinte ayant le syndrome métabolique a une influence puissante sur son enfant pour lui transmettre la possibilité de devenir obèse ou d'avoir un hyperinsulinisme. Ces enfants sont davantage susceptibles de développer de l'athérosclérose, c'est-à-dire des dépôts de cholestérol dans les artères et donc un durcissement des artères. Les facteurs de risque modifiables. Ceux-ci touchent les facteurs de style de vie qui contribuent au syndrome métabolique, comme l'obésité, la suralimentation, les grignotages, la consommation d'hydrates de carbone raffinés, sucrés et la sédentarité. Le syndrome métabolique affecte 5% des personnes qui ont un poids normal, 22% des personnes qui sont en surpoids et 60% des personnes qui ont de l'obésité.
Donc si le poids augmente, l'index de masse corporelle augmente et le risque de développer le syndrome métabolique augmente aussi. Si le tour de taille est élevé chez la femme, elle a plus souvent de la résistance à l'insuline et la graisse autour de l'abdomen chez les hommes est associée aussi à ce syndrome métabolique. Je voudrais montrer que le syndrome métabolique est une maladie résultant de l'obésité et d'une alimentation de type occidental, pauvre en fibres, riche en graisse et des hydrates de carbone raffinés et riche en protéines animales. La suralimentation engendre une élévation de la glycémie et des niveaux de lipides. Ceci entraîne de la résistance à l'insuline dans les cellules adipeuses, surtout que la suralimentation augmente la taille et le nombre des cellules adipeuses. Quant à l'exercice, dans une étude menée en Australie, les femmes qui regardaient plus de 14 heures de télé par semaine, leur syndrome métabolique était 2 fois plus fréquent que chez celles qui la regardaient 7 heures ou moins. Les femmes qui faisaient 2 heures et demie d'exercice par semaine ou plus avaient 28% de risque de moins de développer le syndrome métabolique. Chez les hommes, les risques étaient de moins 45%. L'inactivité physique rend les cellules musculaires moins sensibles à l'insuline et ainsi le glucose ne parvient pas bien aux cellules musculaires. Il y a manque d'énergie et donc fatigue. En résumé, l'exercice, la forme, diminue le risque de syndrome métabolique. Pour le comprendre, faisons un petit peu d'anatomie-physiologie. Quand on mange du riz, par exemple, les hydrates de carbone se transforment en glucose en fin de digestion. Ensuite, le glucose rentre dans le sang, va dans les cellules corporelles pour leur fournir de l'énergie, surtout celle du cerveau. Pour rentrer dans les cellules, le pancréas produit de l'insuline, une hormone qui facilite l'entrée du glucose dans les cellules. L'insuline, c'est comme une clé qui ouvre la porte des cellules pour que le glucose, les acides aminés, les acides gras puissent y pénétrer. De cette façon, tout va bien. Mais en cas d'obésité ou quand on prend une alimentation riche en graisse, les récepteurs à l'insuline sont abîmés. Le glucose reste dans le sang et c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie ou diabète. Il faut donc plus d'insuline du pancréas pour essayer d'amener la glycémie à la normale. Le pancréas travaille donc plus pour que la glycémie reste normale. Ce problème est connu sous le nom de résistance à l'insuline. Si ce problème continue, moins de glucose rentre dans les cellules, le niveau de la glycémie augmente encore, et c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2, quand le pancréas surchargé ne peut plus produire assez d'insuline. Même avant que le diabète de type 2 se développe, des hauts niveaux d'insuline, qu'on appelle hyperinsulinisme, créent des problèmes dans le corps, surtout dans les vaisseaux. Vous savez, l'athérosclérose, l'hypertension, les triglycérides élevés, une activation anormale du système nerveux et de l'inflammation un peu partout. Revenons un instant sur ces termes. L'obésité réduit la capacité des vaisseaux sanguins de se dilater. Ainsi, les artères se contractent plus facilement. Vous savez, on appelle ça la vasoconstriction. C'est le système nerveux qui fait cela à cause de la suralimentation. Les artères sont contractées, elles sont plus étroites, le rythme cardiaque s'accélère. C'est ce qui contribue donc à l'hypertension. Quant à l'inflammation, la graisse abdominale est un arsenal d'agents qui contribuent à l'inflammation et à l'athérogénèse. Cela conduit aux maladies chroniques, arthrite, calcul biliaire. L'obésité et les problèmes cardiovasculaires. La suralimentation, les fast-foods augmentent les mauvaises graisses. Le cholestérol LDL, ces particules de LDL pénètrent les parois des artères et les durcissent. Perdre du poids, faire de l'exercice aérobique améliore le cholestérol, le bon, le HDL, et diminue le mauvais, le LDL. Ensuite, les triglycérides, eux, font s'agglutiner les globules rouges. Ceux-ci ne peuvent délivrer assez d'oxygène. Ces globules rouges agglutinés ne peuvent pas facilement se faufiler à travers les capillaires pour délivrer leurs nutriments. Il y a donc malnutrition dans les cellules et dans les tissus.
Les solutions, vous l'avez compris, se trouvent dans notre style de vie, puisque la plupart des problèmes que je viens de citer, ce sont nos habitudes, surtout alimentaires. Pour traiter ce syndrome métabolique avec succès, il est nécessaire d'identifier les habitudes de tous les jours, le style de vie qui l'alimente et ses complications, puis de traiter les maladies spécifiques qui affectent les personnes telles que l'obésité, les lipides élevés, l'hypertension, l'inflammation, le risque de caillots, l'excitation du système nerveux, la tolérance au glucose déréglé. La combinaison des problèmes varie d'une personne à l'autre. Mais une bonne nouvelle réside dans l'intégration de bons principes physiologiques qui vont réduire et souvent même renverser les processus du syndrome métabolique. Parmi ces solutions, commençons par la nutrition. Des études ont montré que fruits et légumes dans l'alimentation quotidienne réduisent les risques du syndrome métabolique et de l'inflammation. Il en est de même des aliments peu transformés industriellement et des céréales complètes. Vous ne serez pas étonné de constater que les céréales entières, les fruits, les noix oléagineuses et les légumes feuilles réduisent le niveau d'inflammation dans tout le corps. Une nutrition végétarienne est associée avec de bons taux d'antioxydants qui luttent contre les radicaux libres qui produisent de l'oxydation et provoquent à la longue le cancer, le diabète. Ce végétarisme aussi a moins de triglycérides, moins d'acide urique, moins de foyers d'inflammation. Les végétariens ont une tension artérielle plus basse, un taux de sucre et d'insuline plus bas aussi. Attention à la salière. Le syndrome métabolique nécessite la réduction de la prise de sel, pas plus qu'une cuillère à café par jour, et pas trop pleine. L'excès de sel prédispose les artères à la vasoconstriction, donc moins de sang qui circule, et les artères cérébrales deviennent plus rigides. Cela encourage la rétention d'eau, fait monter la tension. 80% du sel que l'on consomme vient des aliments industriels. Alors, lisez les étiquettes et choisissez sagement. Une autre solution consiste à prendre des hydrates de carbone sous forme de fibres. Les fibres, c'est le ballast, c'est ce qui permet d'éliminer le cholestérol, les triglycérides. Quand on mange avec des fibres, la sensibilité à l'insuline est améliorée. Il y a réduction de l'inflammation. Il y a un meilleur contrôle de l'appétit, puisque le ventre se remplit, l'estomac est rempli plus rapidement, et donc ça aide à résoudre tous les problèmes. Par contre, les sucres raffinés dans les pâtisseries, les jus, les boissons gazeuses et les céréales blanches encouragent au contraire l'inflammation, enlèvent le magnésium, le chrome qui améliore la sensibilité des cellules à l'insuline. Donc, préférez des aliments complets avec des fibres et éliminez tout ce qui est blanc et raffiné. Quant aux protéines, les personnes qui ont ce syndrome ne devraient pas abuser des protéines, car elles fatiguent les reins. En cas d'obésité, de diabète, d'hypertension, les reins sont déjà très touchés. Les graisses, les graisses saturées et les graisses surtout trans ou hydrogénées sont impliquées dans le développement de l'obésité, ainsi que des maladies cardiaques, du diabète et du cancer. Les seules graisses souhaitables sont l'acide gras gamma-linoléique, les oméga-3 que l'on trouve dans les noix et les feuilles vertes, qui combattent l'inflammation et abaissent les triglycérides. Il est important de consommer des noix et des graines oléagineuses, le sésame, le lin, le tournesol, les amandes, qui diminuent les risques cardiovasculaires et le diabète. Elles contiennent de l'acide élagique, une substance phytochimique qui protège le pancréas de l'inflammation et de la fibrose. En résumé, pour ce qui concerne l'alimentation, une alimentation végétale, pas trop de sel, des fibres, peu de protéines et des graisses de bonne qualité type oméga 3. Passons maintenant à l'exercice. Comment l'exercice peut aider une personne ayant ce syndrome ? L'exercice augmente l'élasticité des artères, ralentit le rythme cardiaque, diminue la vasoconstriction dans les artères et améliore la sensibilité des muscles à l'insuline. Il diminue aussi les triglycérides. Il aide à brûler le carburant et à perdre du poids, diminue l'inflammation et les risques cardiovasculaires. Pour ceux qui ont le syndrome métabolique, il faut consulter son médecin concernant son programme d'exercice. En général,
On évitera les sports de compétition, les sports fatigants, car ceux-ci contribueraient à fabriquer de l'acide lactique et donc à resserrer le diamètre des artères, à promouvoir la coagulation et augmenter les hormones du stress. Tout cela serait peu favorable à la guérison. Parmi les autres facteurs naturels de santé, il y a l'eau. En cas de syndrome métabolique, une déshydratation peut s'avérer mortelle. En effet, elle contribue à la formation de caillots indésirables. Boire de l'eau suffisamment réduit l'incidence des maladies cardiovasculaires de 40 à 50%. Pour une personne obèse avec des triglycérides, une glycémie élevée, les caillots sont un risque très grand. La déshydratation abîme de plus les néphrons du rein. Ceci peut donc contribuer à l'élévation de la tension. Boire de l'eau améliore la distribution de l'oxygène dans les cellules et contribue à donner de l'énergie. Alors, à nos verres, buvons 8 à 10 verres d'eau pour augmenter notre énergie. Faire preuve de modération dans l'usage des bonnes choses et éviter tout ce qui est mauvais est aussi une clé pour prévenir et vaincre le syndrome métabolique. Je voudrais parler du contrôle de l'appétit. Par la restriction calorique, l'équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique est amélioré. C'est ce système nerveux qui intervient en temps de stress. Le sympathique accélère la tension artérielle, ou l'augmente en tout cas, le rythme cardiaque et la glycémie, tout en ralentissant la digestion, alors que le parasympathique ralentit le rythme cardiaque et stimule le processus digestif. Il nous faut donc un équilibre entre les deux. Mais les excès du sympathique dans le syndrome métabolique et le ralentissement du parasympathique contribuent à l'hypertension artérielle, le diabète et les perturbations électriques du cœur. C'est pourquoi j'aimerais vous parler du jeûne. Par exemple, en éliminant un repas de temps en temps ou systématiquement le repas du soir, on améliore la production de mélatonine. Cette hormone est un antioxydant, stimulant de l'immunité, protecteur vasculaire, sécrété par la glande pinéale dans notre cerveau. Elle améliore la production de l'hormone de croissance, sécrétée par l'hypophyse, qui favorise, elle, le brûlage des graisses. Un jeûne court diminue l'activité du système nerveux sympathique. Par contre, un jeûne long, au-delà de 3 jours, est au détriment du foie et augmente le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Cette hormone augmente la glycémie. Donc maigrir va améliorer tous les problèmes. Il y aura une diminution du taux de cholestérol, de l'activité du système nerveux sympathique, des triglycérides, de l'inflammation et amélioration de la coagulation. Pourquoi un souper léger ? Le soir, on va prendre une soupe, des céréales, un repas. Et donc, pour digérer ce repas, il faudra sécréter de l'insuline pour faire baisser la glycémie, puisque la glycémie doit toujours être constante. La sécrétion d'insuline elle-même, au niveau du soir, puisque vous savez qu'il y a des rythmes biologiques, va entraîner moins de production d'une certaine hormone qu'on appelle la mélatonine. Vous savez, celle qui est responsable du sommeil. S'il y a moins de mélatonine, il y aura donc un sommeil troublé, plus la digestion qui est en train de s'effectuer souvent quand on dort. Donc, plus de fatigue, on se réveille souvent moins bien. Et quand on a ce problème pendant la nuit, l'hormone de croissance, qui doit être sécrétée aussi pendant la nuit, n'est pas sécrétée de la même manière et en aussi grande quantité. Ce qui veut dire que les graisses qui normalement sont brûlées par cette hormone de croissance ne sont pas brûlées, ou en tout cas en moindre quantité. Et donc, vous comprenez le cercle avec le problème de l'obésité, ou en tout cas du surpoids. Donc quand on mange le soir, on va grossir davantage que quand on ne mange pas le soir. Si on prend le même repas du soir le matin, il ne va pas nous faire grossir. Je parle de tempérance. Alors, parmi les choses qui sont néfastes, la caféine. On s'en sert en général pour être de bonne humeur, ou bien pour maigrir, car elle augmente le métabolisme, donc on brûle plus de calories. Seulement, ce n'est pas un bon choix, car elle stimule le système nerveux sympathique, qui est un problème dans le syndrome métabolique. La caféine augmente le taux de glucose et d'insuline. Elle perturbe l'action des reins, elle aussi. Donc, on évitera la caféine.
L'alcool, de la même manière, abîme le cerveau, le foie, le pancréas, conduit à une maladie dans le foie. Sa consommation chronique endommage le cœur, élève les triglycérides, il diminue les réserves de magnésium, de vitamine D. Tout cela fait qu'il vaudra mieux vraiment supprimer l'alcool quand on a ce syndrome métabolique. Un autre facteur naturel de santé est le repos. Les personnes privées de sommeil, ou qui en manquent, augmentent en général leur consommation calorique de 15%. Donc le risque est doublé de devenir obèse. Quand on ne dort pas suffisamment, l'hormone qui s'appelle gréline est sécrétée davantage pour stimuler l'appétit, et la leptine, elle, est réduite, qui réduit l'appétit et aide à brûler les calories. Quand on ne dort pas assez, on ne sécrète pas assez de hormones de croissance qui sert à brûler les graisses et effectuer les réparations dans le corps. Le manque de sommeil chronique est très grave. Il augmente l'inflammation, active le système nerveux sympathique, augmente la tension, favorise le cortisol et augmente l'insuline et la glycémie. Les personnes ayant le syndrome métabolique vivent dans un stress physique perpétuel. L'obésité est un stress en lui-même. La résistance à l'insuline, l'hypertension qui active le système nerveux sympathique. Celui-ci réagit comme lors d'un stress. Il augmente l'insuline, la glycémie, la tension artérielle, le rythme cardiaque, créant à la longue un état de résistance à l'insuline dans le foie et les muscles. Et cet excès d'insuline et de cortisol, qui ont produit de l'énergie supplémentaire, du glucose et des graisses, va se stocker sous forme de graisse viscérale. Le stress chronique supprime la régulation effectuée par l'hormone de croissance et l'hormone thyroïdienne qui permettent de brûler les graisses. Donc, dépression et anxiété augmentent l'inflammation et les problèmes de tous ordres dont nous avons passablement parlé dans cette petite conférence. La gestion du stress et le pouvoir de faire face aux problèmes de la vie rentrent là en jeu et sont des composantes essentielles de tout plan thérapeutique pour vaincre le syndrome métabolique. Je vous ai présenté les solutions à ce problème métabolique. Et ces solutions, c'est ce qu'on a appelé le New Start, c'est la nutrition, l'air, le soleil, le repos, l'exercice, la tempérance ou la modération et les influences mentales. Un moment de tranquillité fera des merveilles. Je vous propose en résumé de reprendre quelques points. D'abord, reconnaître la gravité de ce syndrome, faire un bon diagnostic, effectuer des changements profonds. Si on est gros autour de la ceinture, il faudra chercher de l'aide humaine et divine pour manger moins et bouger plus. Les mauvaises habitudes tuent, les bonnes sont les piliers d'une vie abondante. Apprenez-les. La volonté est la puissance gouvernante de notre nature. Choisissez la vie et non la mort. Coopérez avec notre Créateur et la nature vous aidera. Ce ne sont pas les médicaments qui construiront le pouvoir de nous contrôler. La prière, les promesses divines nous fortifieront. Au contraire, rétablir un plan de vie saine pour restaurer le poids, la bonne sensibilité à l'insuline des cellules, les taux de lipides normaux, une extension artérielle normale, et vous envisagerez le futur avec confiance. Enfin, soyez courageux. Des efforts continuels et fidèles obtiennent leur propre récompense. Qu'est-ce que la maladie ? C'est l'effort de l'organisme pour rétablir un équilibre rompu par la violation des principes qui régissent notre être physique. Il faut donc premièrement en rechercher la cause, écarter les mauvaises habitudes, supprimer les conditions insalubres, puis aider la nature à éliminer les impuretés et à rétablir l'état normal de l'organisme. Y a-t-il un conseil plus sage ? Si nous le suivons, nous récolterons la bénédiction et la récompense du grand donateur.